bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci de partager votre soirée avec la nôtre. Bonsoir Ariane Chemin. Bonsoir. Ravie de vous accueillir à nouveau. C'est pour un récit cette fois passionnant et personnel, d'ailleurs, que vous écrivez à la première personne, signé aux éditions du Sous-sol, à la recherche de Milan Kundera. Ça donne envie de le relire, ça donne envie de se replonger dans l'insoutenable légèreté de l'être, mais pas seulement dans Risible Amour, on va en parler longuement tout à l'heure. Votre regard de journaliste nous intéresse aussi sur notre premier débat, parce qu'on s'en souvient, l'article 24 a mobilisé toute la presse contre lui. L'article 24 censuré par le Conseil constitutionnel. Je vous le rappelle, il visait à punir la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre en opération censure, qui tombe plutôt mal pour le gouvernement au lendemain de la grande manifestation de policiers. Bonsoir Erwan Balanant. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes député MoDem du Finistère. Vous avez voté la proposition de loi, mais pas l'article 24. J'ai voté contre l'article 24. Vous allez nous dire pourquoi. À distance avec nous, Grégory Joron, bonsoir. Merci d'être là. Secrétaire général délégué du syndicat Unité SGP Police FO. Le constitutionnaliste Jean-Philippe Desrosiers va nous rejoindre dans quelques petites minutes. Il est professeur de droit public à l'Université de Lille. Enfin, bonsoir Stéphane. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Qui va nous planter le décor, un feuilleton qui touche enfin à sa fin, si j'ai bien compris. Stéphane Blakowski, tout de suite. Si j'ai bien compris ce soir. Si j'ai bien compris Myriam, il n'y a pas que Netflix qui diffuse des séries palpitantes. Eh non, nous aussi sur LCP, on a des feuilletons plein de rebondissements. Regardez la grande saga de l'article 24. Franchement Myriam, est-ce que c'est pas un scénario digne d'une série Netflix, je vous demande? On s'emballe un peu là, Stéphane. Ah mais alors pas du tout, pas du tout. Je vous pose l'ambiance. Tout commence le 6 juillet dernier. Gérald Darmanin est nommé ministre de l'Intérieur. Et d'emblée, on tient notre personnage principal. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très ambitieux, il a une quête, ça compte pour un héros. Il est très intelligent et il est surtout très, très déterminé. Avec lui, on ne s'ennuie jamais. En plus, il adore les caméras, donc c'est parfait. Alors, c'est quoi le premier épisode? Alors, premier épisode, ça commence donc le 10 septembre au congrès des syndicats de police UNSA. Gérald Darmanin est venu voir ses troupes, il monte à la tribune et il leur fait une promesse auquel les policiers tiennent depuis longtemps. Il promet que ni les télés ni les réseaux sociaux ne pourront diffuser des images de policiers sans flouter leur visage. Alors évidemment, la presse s'inquiète. Notre grand journal du soir préféré, Le Monde, immédiatement tire le signal d'alarme. Comment se fait-il qu'on aille dans ce sens-là? Elle s'inquiète d'autant plus, la presse, qu'on sortait d'un débat sur les violences commises par certains policiers. Donc si on ne peut plus filmer les policiers, comment prouver qu'il y a eu des bavures? Ça ne paraît pas évident. Donc, rassurez-vous, il en faut plus pour entamer la détermination de notre héros. Impossible pour lui de revenir sur la promesse qu'il a faite aux policiers, comme il le répète à Jean-Jacques Bourdin début novembre. J'avais fait une promesse qui était celle de ne plus pouvoir diffuser les images des policiers et des gendarmes sur les réseaux sociaux. Cette promesse sera tenue puisque la loi prévoira l'interdiction de la diffusion de ces images. Donc jusque-là, tout va bien pour notre héros. Jusque-là, mais attention, deuxième épisode, rebondissement Myriam. Quand l'article 24, qui donc comprend cette proposition de Darmanin, passe à l'Assemblée, l'opposition, elle, se révolte, elle attaque violemment l'article. Et surtout, il y a des manifestations qui s'organisent notamment à l'initiative de la presse, mais aussi de la gauche, pour réclamer le retrait de l'article 24. On écoute le principal argument des manifestants. L'article 24, c'est vraiment la mort des libertés démocratiques. S'il est interdit de diffuser les images des policiers, alors il n'y a plus de contrôle démocratique. Alors là, c'est un coup dur pour notre héros, forcément, parce que suite à cette démonstration de manifestants, le président se fâche, il veut pas de problème, donc il demande à ce qu'on réécrive l'article 24. Et alors là, humiliation pour Gérald Darmanin, à qui on confie cette tâche de réécriture? À Christophe Castaner, son rival, celui à qui il a pris la place au ministère de l'Intérieur. Vous voyez, il y a des émotions fortes quand même dans ce feuilleton. Troisième épisode, que se passe-t-il? Alors, le troisième épisode est pas mal, vous allez voir, parce qu'il y a une dimension un peu comique dans cet épisode, et vous le savez tous, ça fait du bien de rire un peu. Alors, en effet, au mois de mars, donc cette nouvelle version arrive devant le Sénat. Donc normalement, au Sénat, personne ne rigole, les sénateurs sont des gens très sérieux. Ils sont tellement sérieux, les sénateurs, qu'en voyant l'article arriver de l'Assemblée, ils disent « Les députés sont nuls, pas foutus d'écrire un article correct juridiquement. Nous, on va le faire », comme l'explique à l'époque Marc-Philippe Daubresse. Le ministre, il a eu un épisode qui a été un peu agité. Il a un objectif. Moi, il m'a dit qu'il souhaitait qu'on remplisse l'objectif, qu'il voulait un article distinct, spécifique pour mieux protéger les policiers. Bien sûr, nous y répondons. Et d'autre part, nous le faisons avec des tas de consultations juridiques. Je suis sûr que mon texte est constitutionnel.
Ah, c'est cruel, les archives, Stéphane. Il en est sûr que son texte est constitutionnel. Mais oui, ça c'était le 3e épisode, parce que nouveau rebondissement aujourd'hui, début du 4e épisode. Vous avez entendu que le Conseil avait censuré notamment l'article 24, parce qu'il ne définissait pas assez précisément l'infraction qu'il entendait créer. Donc voilà, on est reparti. La gauche, d'un coup, se réjouit forcément que l'article soit abrogé. Les policiers, eux, ne sont pas contents parce qu'ils étaient satisfaits. Et puis Gérald Darmanin, de son côté, c'est notre héros, on peut lui faire confiance. Il ne lâche pas l'affaire. Il a envoyé un petit tweet pour dire que pourquoi pas reformuler à nouveau cet article. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien la suite au prochain épisode, évidemment, sur LCP. On compte sur vous, merci. Vous êtes magnifique, franchement, non ? Erwan Balanant, c'est vrai que ça fait sourire parce que entendre voilà, des élus dire « vous inquiétez pas, on va tout réécrire ». On va parler au fond d'abord réaction, mais on va parler de est-ce que les parlementaires savent bien l'écrire, cette loi ? Parce que ça pose cette question, il y a beaucoup de censure. Mais d'abord, vous, comment vous prenez cette censure ? C'est d'abord un camouflet pour Gérald Darmanin et pour le gouvernement. Non, c'est pas, enfin, moi je ne le prends pas comme un camouflet. Il répond à une préoccupation qui est la préoccupation que je trouve légitime de protéger les policiers. Protéger la police dans notre état de droit, c'est aussi légitime que le fait que les policiers se tiennent correctement et protègent les citoyens. Sauf que l'objectif n'est pas atteint voilà, parce que les sages ont censuré. Les sages ont censuré. Moi, j'avais alerté exactement sur ces questions-là et j'avais d'ailleurs déposé un amendement de suppression parce que je pense que dans l'arsenal législatif existant, on avait de quoi protéger les policiers. Oui. Moi, j'avais sorti 9 délits dans le code pénal qui permettaient de répondre à la question de la protection. Mais quand on voit le nombre d'heures légitime passées à écrire et à réécrire de l'Assemblée au Sénat, vous comprenez bien que ceux qui nous regardent et vos électeurs se disent mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est le débat public. Et un Parlement, c'est fait pour ça. C'est fait pour porter les questions. Et parfois, effectivement, le Conseil constitutionnel censure. Il ne faut pas s'en offusquer. Le Parlement, il écrit la loi. Il contrôle le gouvernement, il évalue les politiques publiques, mais il participe aussi au débat public et à un certain nombre de préoccupations. Et on a une préoccupation, une double préoccupation d'un certain nombre de citoyens qui parfois se sentent en défiance vis-à-vis des forces de l'ordre, et les forces de l'ordre qui, elles, de leur côté, se sentent le besoin d'être protégées. Oui, donc, notre rôle, c'est de travailler à trouver le bon compromis, et plus que le compromis, les dispositifs qui fonctionnent. Et donc, il faudra... On va aller voir Grégory Joron pour voir comment il prend les choses. Mais d'abord, bienvenue sur ce plateau, Jean-Philippe de Rosier. Merci d'être là. Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public. Sur Twitter, vous avez salué une belle victoire du droit. Pour vous, le constitutionnaliste, ça veut dire que cet article 24 était liberticide ? Oui, et surtout, le Conseil constitutionnel le censure en raison d'un principe constitutionnel de droit pénal, qui est la définition trop imprécise du délit qu'il réprime. Et la formule du législateur était trop générale, et c'est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel précise. Quand il en va de peine de prison, de peine d'amende de 45 000 €, on est en droit d'attendre de la loi qu'elle soit suffisamment précise pour savoir qu'est-ce qui est réprimé et dans quel cas est-ce qu'on encourt de telles peines. Or, le législateur, dans l'article 24, qui est devenu l'article 52, ne définissait pas l'identification de policiers, la provocation à l'identification. Exactement, et notamment pour bien expliquer, on ne savait pas s'il s'agissait simplement de diffuser des images de policiers pendant qu'ils étaient en opération, de telle sorte qu'ils puissent être identifiés. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle M. Benalla, qui n'est pas un policier, mais qui aurait pu être identifié, ou au cours d'une manifestation, on diffuse l'image, ou est-ce qu'il s'agissait également, ou surtout, de réprimer la diffusion d'un nom dans un hall d'immeuble en disant tel policier habite à tel endroit. Voilà, jeter en pâture un nom avec des éléments et là, de précision, une opération de police, d'identification. Et on ne savait pas qu'est-ce qui était poursuivi précisément. Et donc le Conseil constitutionnel va même encore plus loin, parce qu'il explique au législateur, il prend le temps d'expliquer au législateur qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre le dispositif constitutionnel. Et donc il ne faut pas prendre cette décision comme une décision anti-police, anti-préservation de la sécurité des forces de l'ordre. Au contraire, il faut prendre cette décision comme une préservation à la fois des droits et des libertés des justiciables et des indications pour savoir comment mieux protéger les forces de l'ordre. Eh bien, on va aller voir tout de suite le policier. Qu'est-ce qu'il en pense, Grégory Joron ? Comment vous recevez cette censure du Conseil constitutionnel ? Écoutez, ça reste en effet un feuilleton. Alors le héros, je ne sais pas si c'est le ministre de l'Intérieur, en tout cas... je pense que c'est un peu aussi le policier de terrain, malheureusement, puisque
Ça va être sûrement réécrit, je l'espère. Cet article 24 a pris son fondement vraiment sur des risques qui existent et des difficultés qu'on peut avoir, nous, sur le terrain, avec encore une fois, de réels problèmes, puisque je rappelle simplement qu'on est obligé d'exfiltrer quelques dizaines de collègues tous les ans, parce qu'il y a une chasse à l'homme qui se déroule sur les réseaux sociaux, suite à des diffusions d'interpellations ou pas, ou des actions de police. Et nous, en attendant que tout le monde se mette d'accord, malheureusement, ce sont encore mes collègues qui vont trinquer. Donc moi, ça me fait moyennement rire. Évidemment, je comprends le droit, je comprends les enjeux, je comprends les difficultés. On a eu une première écriture à l'Assemblée nationale qui était peut-être maladroite en visant la loi de 1881 sur la liberté de la presse. On a eu une réécriture du Sénat, et je pense que là, de temps en temps, je pense qu'on a aussi des législateurs qui devraient faire preuve d'humilité, puisque moi j'ai assisté à la première table ronde sur cet article au Sénat, où on nous a dit mais vous inquiétez pas, le Sénat, c'est le temps long, on a l'habitude, on ne réagit pas avec l'émotion, etc. On va réécrire tout ça, ça sera très bien. La preuve que non, c'est pas très bien réécrit, puisque c'est retoqué par le Conseil constitutionnel. Sauf qu'en attendant, nous, policiers, on reste les deux pieds bien ancrés dans une réalité qui n'est pas toujours drôle à vivre pour les collègues qui sont ciblés, qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas de droit à l'image dès lors qu'ils sont sur la voie publique. Ça aussi, c'est un vrai problème. Je rappelle simplement que la demande, ce n'était pas de ne pas filmer les policiers, c'était juste de ne pas pouvoir les identifier pour après en faire une chasse à l'homme, alors qu'ils sont, je rappelle aussi, puisqu'on est à rappeler les fondamentaux, présumés innocents, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Petite question subsidiaire, mais au fond, vous l'avez dit, vous respectez le droit, mais cette censure, ce n'est pas l'illustration de la phrase qu'a lancée un de vos collègues du syndicat Alliance, le principal problème de la police, c'est la justice ? Madame, on était en intersyndicale ensemble et d'accord sur un constat. Comme d'habitude, mais je pense que c'est l'époque qui veut ça. On s'occupe simplement ou on débat sur une seule phrase, alors qu'il y a eu 25 minutes de discours et 4 prises de parole. Mais donc vous la respectez, cette décision du Conseil ? Et la mienne en premier, s'il vous plaît, si je peux la préciser. C'était de dire je ne suis pas ici pour faire le procès de la justice, mais simplement poser justement un constat de 30 années d'orientation, principalement, d'individualisation de la peine et d'érosion de celle-ci qui font qu'aujourd'hui on les vide totalement de leur sens et totalement du sens de la réparation et de la punition qu'elles doivent normalement emporter. Voilà moi ce que j'ai dit dans mon discours. Alors forcément c'est moins clash, forcément c'est moins polémique, mais globalement on a tous en intersyndicale ce même constat de dire qu'on a des incompréhensions et surtout et je discute aussi avec des magistrats, j'ai d'ailleurs co-signé une tribune avec une magistrate, surtout que ce qui était la règle il y a 30 ans est aujourd'hui l'exception. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'exception dans notre chaîne pénale, c'est la privation de liberté. Merci, c'est très clair. Ariane Chemin, impossible de ne pas vous poser la question, parce que sans la vidéo Benalla, il n'y a pas d'affaire Benalla. Et vous êtes celle qui a révélé cette affaire. Mais... comme vous le disiez très justement, le paradoxe de cette affaire, c'est que ce n'est justement pas un policier, puisqu'il est déguisé en policier, on peut dire. Alexandre Benalla, il est conseiller d'Emmanuel Macron, il n'a rien à faire dans cette tenue, donc ça c'est déjà... Je remarque qu'on a mis beaucoup de temps avant d'identifier, surtout. Et vidéo ou pas vidéo, donc la vidéo elle protège quand même, parce qu'il a fallu beaucoup de temps, et si la vidéo avait été restée seule, eh bien on n'aurait pas identifié Alexandre Benalla, donc on n'est pas tout à fait dans le même cas de figure. Mais c'est vrai qu'elle a été assez emblématique cette affaire-là, parce que c'était le moment où on commençait à parler de violence policière, qui est un vocable assez neuf, une première chose. Et deuxièmement, c'est vrai aussi que les policiers sont menacés personnellement, on cherche leurs adresses, à leur domicile, etc. Donc c'est la conjonction de tout ça, mais... Moi, je dirais que le vrai héros de cette séquence, puisque c'est le gimmick de ces plateaux, c'est plutôt le Conseil constitutionnel. Et je trouve que les Français, ils redécouvrent aussi les bienfaits d'une institution souvent un peu moquée, dont on disait qu'elle était vieillissante. Eh bien non, le Conseil constitutionnel, il est là, il dit cette écriture, ça ne va pas. Eh bien justement, vous allez voir que le Conseil constitutionnel n'a pas censuré uniquement l'article 24, ça va bien au-delà. Vous allez comprendre. Et puis on va revenir aussi dans ce sujet signé Clément Perrot sur les différentes censures caractéristiques de ce mandat-là, de cette législature.
C'est un vrai revers que le Conseil constitutionnel inflige à la majorité sur sa loi sécurité globale. En plus de l'article 24 sur les diffusions d'images de policiers, l'article 47 qui facilitait l'usage de drones pour les forces de l'ordre est retoqué. Tout comme une expérimentation pour élargir les compétences de la police municipale, l'idée était de lui donner plus de pouvoir de verbalisation. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, une trentaine de lois ont ainsi été partiellement censurées, avec parfois plus d'une vingtaine d'articles retoqués, comme pour le projet de loi Egalim sur l'alimentation, ou pour la réforme de simplification de l'action publique. Parmi les décisions les plus spectaculaires, la loi Avia contre la haine en ligne a été vidée de sa substance. En 2020, le Conseil constitutionnel a censuré l'obligation faite aux réseaux sociaux de supprimer sous 24 heures les contenus haineux signalés. Autre cas très commenté, une proposition de loi déposée en 2020 par la députée de la majorité, Yaël Braun-Pivet. Elle voulait instituer une rétention de sûreté judiciaire pour les terroristes islamistes ayant purgé leur peine. Là aussi, le Conseil constitutionnel a dit non. Jean-Philippe de Rosier, vous diriez que cette législature-là est davantage censurée que les précédentes ? Alors, en chiffres, jusqu'à présent, non. Mais les chiffres sont trompeurs, en réalité. C'est-à-dire que si on prend le nombre de décisions rendues, et parmi celles-ci, le nombre de décisions qui font des censures, on est à peu près dans le même équilibre. Mais il faut voir comment opèrent les censures. Et le Conseil constitutionnel, notamment, censure souvent ce qu'on appelle des cavaliers législatifs. Et si on enlève les cavaliers législatifs, pour expliquer brièvement ce que c'est une disposition qui est insérée dans une loi alors qu'elle n'y a pas sa place parce qu'elle parle d'autre chose. Et dans un souci de cohérence, le Conseil constitutionnel censure cela. Si on exclut cela, c'est-à-dire que l'on se concentre simplement sur des dispositions qui sont contraires à des principes constitutionnels, à des droits et libertés constitutionnels, alors on a davantage de censure sous cette législature. Alors, pas de façon exponentielle, mais quelles conséquences vous en tirez ? Est-ce que cette majorité a du mal à faire la loi ? Ne sait pas faire la loi ? Alors, je ne suis pas bien placé pour dire ça. Ce n'est pas à moi de donner des leçons aux législateurs, parce que j'ai toujours défendu la position qu'il n'y a rien de mieux que le législateur pour faire la loi, précisément. Et peut-être que le gouvernement devrait s'en inspirer pour légiférer moins par ordonnance et faire davantage confiance aux législateurs. Oui, parce que précisons quand même que l'article 24, c'est un amendement qui vient du gouvernement. C'est le gouvernement qui a voulu cet article-là. Oui, le gouvernement en tout cas, l'a voulu, mais il a été réécrit par les sénateurs. Donc, bon, c'est un peu le contre-exemple de ce que je viens de dire. Mais il arrive aussi aux législateurs de se tromper. Tout le monde peut se tromper. Et c'est précisément pour cela qu'il est nécessaire d'avoir un Conseil constitutionnel qui est cet ultime rempart. Et vous disiez, le héros, c'est le Conseil, on le redécouvre. Et c'est effectivement très heureux qu'il existe, qu'il soit là, parce que les aléas politiques peuvent conduire une majorité politique à imposer une volonté, ce qu'elle peut faire à l'Assemblée nationale. Oui. Et le Conseil constitutionnel est là pour rappeler les fondamentaux, laisser ces mouvances politiques se dérouler dans l'espace constitutionnel. Quand c'est possible, c'est possible. Et quand ça ne l'est pas, le Conseil constitutionnel... Oui, mais c'est jamais satisfaisant quand on a un député de la majorité qu'un texte de loi soit censuré. Vous en convenez ? Non, c'est effectivement toujours un peu embêtant. Moi, L'art de l'euphémisme. Non, mais je partage complètement ce que vous dites. Après, je ne partage pas l'idée sur les chiffres, parce que je pense que cette majorité a aussi, sur beaucoup de sujets, pris des risques et pris son risque pour réformer un certain nombre de sujets. Et peut-être qu'il y a eu quelques emballements sur certains sujets. Moi, j'ai souvent alerté. Il y a un débat qui monte. Par contre, juste sur une question, moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que le Conseil constitutionnel a son importance, et peut-être que si on avait aussi une assemblée plus représentative des courants politiques français, on aurait peut-être des équilibres des meilleurs équilibres se créent. Évidemment, je défends la proportionnelle, mais je défends aussi, en disant les députés ne savent pas écrire la loi. Je rappelle qu'en disant ça, c'est un petit peu, non pas insultant, mais un petit peu délicat vis-à-vis de tous les administrateurs qui travaillent avec nous, qui sont les mêmes suivant les majorités, et que ce sont eux qui sont à la plume juridique et légistique. Donc, je voudrais quand même aller vous voir à nouveau, Grégory Joron. On a vu
vu dans le sujet que ça n'est pas seulement l'article 24 qui a été censuré. La principale mesure de ce texte, c'était donner plus de pouvoir à la police municipale, et notamment la possibilité d'avoir des prérogatives judiciaires. Je crois qu'on pouvait, par exemple, verbaliser quelqu'un qui roulait sans permis, ou bien, j'ai plus les exemples en tête, mais par exemple un port d'armes sans motif, ce qu'elle ne peut pas faire aujourd'hui. Ça, vous le regrettez, cette censure aussi ? On était un peu plus réservé sur l'élargissement des pouvoirs de la police municipale. La seule chose qui nous rassurait, c'est que c'était une expérimentation, oui. Et que de rendez-vous étaient pris et inscrits justement dans cette loi pour parler du constat et regarder s'il y a vraiment une plus-value. Aujourd'hui, la réalité, c'est que, en effet, nous, policiers nationaux, on a une charge missionnelle qui est telle qu'il y a peut-être, en effet, quelques missions très bien encadrées qu'on pouvait transférer au bénéfice de la police municipale afin de nous recentrer, nous, sur les missions qui nous semblaient un peu plus essentielles et un peu plus en phase avec nos prérogatives, on va dire. Je voudrais qu'on aille, pour élargir un peu ce débat, sur cette question d'état de droit, parce qu'on entend Sébastien Chenu, par exemple, pour le citer aujourd'hui, Rassemblement national, qui, après cette censure, explique soit on accepte de se soumettre, soit on fait évoluer la Constitution. Il parle d'ailleurs pour les peines planchées, qui sont inconstitutionnelles, de changer la Constitution. Il parle sur le terrorisme aussi, la possibilité, et la question s'est posée à l'Assemblée, du suivi des terroristes détenus qui sortent de prison. Y compris dans votre camp, la majorité, Yaël Braun-Pivet, la présidente de la commission des lois, avait appelé, au fond, le Conseil constitutionnel à évoluer. Elle souhaitait une procédure contradictoire permettant aux parlementaires de venir plaider leur texte devant les sages. Écoutez la réponse que lui a faite Laurent Fabius. Les parlementaires, notamment, peuvent nous saisir avant que les lois soient promulguées. Là aussi, il y a du contradictoire. Alors, c'est peut-être pas connu de tout le monde, mais il y a le représentant du gouvernement qui vient discuter avec nous, qui défend le point de vue de la loi. Et puis, tout ce que nous faisons, nous le communiquons au président de la République, au Premier ministre et, j'ajoute, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat, qui peuvent donc parfaitement dire ce qu'ils en pensent. Et puis, il nous arrive aussi d'écouter, d'entendre tel ou tel parlementaire. Alors, il peut toujours y avoir des progrès à faire, bien sûr, mais je crois qu'il faut d'abord comprendre et connaître concrètement comment les choses se passent. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Mais Jean-Philippe de Rosier, est-ce qu'elle est légitime, cette question ? Est-ce qu'il ne faut pas adapter l'état de droit ? Dans certains cas, là, on pense à la menace terroriste notamment. Cette question, elle est posée par beaucoup d'élus à la droite de la droite. Est-ce qu'elle est légitime ou est-ce qu'elle est totalement dangereuse et donc elle ne mérite même pas d'être discutée ? Je ne peux pas répondre à votre question. Parce que adapter l'état de droit, ça veut dire quoi ? Si c'est revenir sur les principes fondamentaux qui garantissent nos droits et libertés, qui garantissent la présomption d'innocence, qui garantissent le principe de proportionnalité des délits et des peines, alors non, il ne faut surtout pas y toucher. Or, c'est pourtant ce que semble proposer... même pas seulement la droite de la droite, parce que le président de la région Hauts-de-France, par ailleurs candidat à l'élection présidentielle, Xavier Bertrand, ne me semble pas être à la droite de la droite. Maintenant, dans son assemblée, il n'est confronté qu'à la droite de la droite. Donc c'est peut-être pour ça qu'il commence à glisser un petit peu. Mais il a lui-même proposé que l'on révise la Constitution pour revenir sur le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, sur les peines automatiques, etc. Et cela, il ne faut certainement pas y toucher. De toute façon, mais est-ce qu'il faut avoir le débat ? Est-ce que ce débat, il faut l'avoir ? On est dans la présidentielle déjà. On ne pourrait même pas, parce qu'il y a d'autres principes internationaux, notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui préservent contre cela. Maintenant, s'il s'agit de faire évoluer la procédure devant le Conseil constitutionnel, cela, pourquoi pas, effectivement. Je pense que, d'ailleurs, il serait bon de prévoir un règlement de procédure du Conseil constitutionnel. Les parlementaires peuvent être entendus par le Conseil constitutionnel. Les parlementaires, les députés, ont été entendus par le Conseil constitutionnel sur la loi sécurité globale, puisque ceux qui ont saisi sur cette loi, les députés, ont demandé audience et le Conseil constitutionnel... Donc c'est ceux qui... Parce qu'il faut suivre, c'est quand même technique. C'est ceux qui font un recours, pas ceux qui sont les auteurs du texte. C'est ce que veut changer la députée Yaël Braun-Pivet, si je comprends. Alors ça aussi, il faut le replacer un tout petit peu dans
le contexte, parce qu'elle a proposé cela quelques jours, quelques semaines après avoir vu sa propre proposition de loi complètement retoquée. Oui, sur le suivi des détenus les mesures de sûreté contre les détenus terroristes, exactement. Loi qui était totalement disproportionnée. Oui, et qui a été réécrite à nouveau et qui arrive à l'Assemblée ne prévoyait pas, très bientôt. Encore une fois, les garanties légales suffisantes pour préserver les principes constitutionnels. Erwan Balanant. C'est un sujet de droit constitutionnel, de droit politique et de philosophie politique, si j'ai envie de dire. Parce que oui, effectivement, toucher à l'état de droit, c'est toujours dangereux. Et qu'est-ce qui garantit l'état de droit? C'est en partie notre Constitution et un certain nombre d'autres textes, vous l'avez rappelé. Mais quand on est, et moi je le dis avec honnêteté, sur une autre décision du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire sur les langues bretonnes, je me dis il faudrait réviser la Constitution pour que les langues pas bretonnes, les langues régionales, c'est mon atavisme breton, pour que les langues régionales soient mieux prises en compte dans notre État. Donc, vous voyez que la question de la Constitution, elle se pose tout le temps. Et le législateur est aussi possiblement constituant. Donc, c'est pour ça que c'est l'état de la société. Excellente transition. Et c'est tout le débat public qui doit être bien mené pour que nous, on ne fasse pas n'importe quoi. Voilà, excellente transition. Merci Erwan Balanant, parce qu'il y a un autre texte qui a été censuré aujourd'hui, c'est cette proposition de loi Liberté et territoire. Ce n'était pas une proposition de la majorité, mais elle a été adoptée grâce aux voix de certains députés de la majorité, une partie des marcheurs. Qu'est-ce que les sages reprochent à ce texte? Stéphanie Despierres a lu cette décision pour nous. Bonsoir Stéphanie. Le Conseil constitutionnel a dit non à l'enseignement immersif. Le français doit primer à l'école publique. Le breton ou le basque ne peuvent pas devenir la langue principale d'enseignement, contrairement à ce que souhaitaient les promoteurs de la proposition de loi. Pour le député breton Paul Molac, c'est l'incompréhension. Il craint même que cette décision ne mette en insécurité juridique des écoles qui enseignent déjà l'occitan, le catalan depuis 50 ans. Le Conseil constitutionnel s'oppose aussi à l'utilisation pour l'état civil de signes comme le tilde, ce S à l'horizontale utilisé en breton par exemple. En revanche, les sages ont donné leur feu vert à l'article 6, ce forfait scolaire qui oblige les mairies à payer la scolarité d'un enfant dans une école privée pour qu'il apprenne une langue régionale. C'est pourtant là-dessus que portait la saisine du Conseil constitutionnel par 61 députés de La République En Marche. Les partisans des langues régionales soupçonnaient d'ailleurs le ministre de l'Éducation opposé au texte d'avoir téléguidé ce recours. Cette proposition de loi venue de l'opposition a largement divisé la majorité ici à l'Assemblée. Le 8 avril, elle a été définitivement adoptée à la surprise générale et grâce aux voix d'une partie des députés La République En Marche contre l'avis du gouvernement. Merci Stéphanie. Ce débat s'achève. Je voudrais quand même vous redonner une dernière fois la parole, Grégory Joron. Ce débat qu'on a sur la question de l'état de droit, après cette phrase, vous ne la partagez pas, mais c'est celle qui a marqué l'opinion des policiers, notamment de votre collègue Alliance sur la justice, problème de la police. Vous souhaitez qu'il soit porté dans la présidentielle, la question d'une adaptation de l'état de droit ou pas? De toute façon, dans la campagne qui nous attend, je pense qu'il y aura une vraie question de sécurité. Il y a un besoin criant des citoyens. Nous, je le dis aussi, je pense que les flics de terrain, ça reste des sentinelles. Nous, on alerte simplement depuis quelques années en disant attention, ça devient de plus en plus compliqué. Attention, ça se tend. Il y a toujours une bataille de chiffres au niveau de la délinquance, etc. Moi, j'ai un indicateur qui est très simple, c'est le nombre de blessés en service. Il fait qu'exploser. Et comme je le dis, alors pas cyniquement ni ironiquement, mais mes collègues, ils ne se blessent pas en allant faire du sport, ils n'ont pas le temps. Ils se blessent simplement parce que les situations sur le terrain sont de plus en plus tendues, que chaque contrôle aujourd'hui tourne au pugilat, que n'importe quelle mission banale met en danger notre intégrité physique. Et moi, je dis par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait? Et aujourd'hui, simplement, peut-être qu'il y a des outils qui existent, et c'est le cas dans la boîte à outils du Code pénal, et ils sont sûrement très bien, mais on ne les applique pas. C'est ça notre réalité. Peut-être qu'il faut aller plus loin. Ça sera un débat de fond, et évidemment qu'on ne peut pas tout changer en claquant des doigts. Mais je pense qu'à un moment donné, je vais juste finir là-dessus, nous, on peut plus accepter, et ce n'est plus supportable que des agresseurs de force de l'ordre sortent libres des tribunaux, comme s'il ne s'était rien passé, parce que les peines qu'on prononce ne veulent plus rien dire. Merci beaucoup. Ça. On va s'arrêter là, parce que c'est sûr, ce débat n'est pas terminé. En tout cas, quand vous dites appliquer les lois existantes, c'est ce que disent aussi les juges, ça va peut-être réconcilier les uns et les autres. Merci beaucoup Jean-Philippe Derosier, Erwan Balanant, Grégory Joron d'avoir participé à ce débat. Vous restez...